Pourquoi Harry Potter 6 est méprisé, prise 1. C'est la saga de notre enfance. Impossible de nier son impact sur la pop culture. Nous avons tous un lien avec cette histoire et elle a sans nul doute influencé notre goût pour la littérature et le cinéma. Presque 10 ans après sa conclusion, l'effervescence est toujours là. Mais avec une saga aussi populaire, il est difficile de faire l'unanimité face au phénomène de l'adaptation filmique. Et le vilain petit canard, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le troisième film Harry Potter est le plus apprécié. C'est communément admis. Avec une identité unique sur tous les plans, il est l'épisode qui a su aller au-delà de la simple adaptation littéraire. Columbus nous a émerveillés, mais Quaron nous a bluffés. Chaque film a su à sa manière partager la magie et la féerie de l'univers des sorciers, et la rendre plus adulte et sombre au fil des années. La saga a connu 4 réalisateurs différents qui ont voulu apporter leur vision pour faire les meilleurs films possibles, mais ils ont été pris sous le feu des critiques par rapport au sujet des adaptations. C'est à partir du 4e opus que les problèmes émergent. Les livres étaient trop longs et des concessions devaient être faites. L'idée de diviser les œuvres en deux a émergé, mais trop risquée pour l'époque. Il y a donc beaucoup de coupes, des raccourcis et des modifications, nécessaires à mon sens, afin de proposer une expérience cinématographique optimale, tout en respectant le produit de base. Dans la conscience collective, c'est le 6e opus qui est le plus détesté, et après un énième marathon, j'ai réalisé que c'était mon préféré, pour de très nombreuses raisons. Et aujourd'hui, j'aimerais redorer son blason, car il ne mérite pas toute cette haine. De nombreux noms prestigieux ont circulé pour prendre les manettes de ce 6e opus. Guillermo del Toro, Terry Gilliam, et la possibilité d'un retour de Newell et de Quaron. C'est pendant le tournage du 5e opus que la production a proposé à Yates, en premier lieu de faire le 6, puis de finir la saga. Cela lui offrait l'opportunité de se renouveler et d'apporter des nouveautés pour cet univers si riche. La majorité de l'équipe technique est de retour, avec quelques changements importants que nous verrons après. Mais on a failli perdre Emma Watson au 6e film. Il prenait le pas sur sa vie personnelle et ne voulait pas que les tournages interfèrent avec ses études. Impossible de la remplacer à ce stade, donc la production a aménagé son emploi du temps. Contrairement au personnage de Crabbe par exemple. Ce 6e film est le plus cher de la saga, avec un budget de plus de 250 millions de dollars. Je n'ai pas de réponse claire sur le sujet, mais à première vue, ce qui peut justifier ces coûts, ce sont les nombreux effets spéciaux et décors, l'utilisation de la 3D, mais surtout le décalage de la date de sortie, afin d'éviter qu'il y ait trop d'attente entre ce film et la dernière partie, d'après les producteurs. Le budget publicitaire a dû changer la donne pour attraper la colère des fans. Ainsi, le film sort le 15 juillet 2009, rapportant presque 1 milliard et ayant les meilleures reviews après le 3e opus. Étrangement. I think it's good to have so much on the table, you know, because you can give the audience a fairly rich experience. You know, you get the hormones of the romance, and then you've got the core story of, can we uncover this secret that's going to defeat Voldemort? So you've got all of that. And what I liked about, I mean, it was fun in Order of the Phoenix, which is the previous Potter I did, to kind of follow a singular journey with Harry and really put all the pressure and focus on him as a character. And what was lovely about this one, conversely, was then to be able to kind of bounce it around the characters a wee bit, which is a very different rhythm of doing things. When I started reading it, I thought, yeah, it feels different. It's a different tonality, it's a different, there's more humour, there's more, you know, so it didn't take me long to sort of think, yeah, this could be really much more playful, much more fun in a way, and a departure from what I did last time. Le prince de sang mêlé est souvent rabaissé à une comédie romantique pour ados, une opinion très réductrice. Il a tant à offrir, et cette dimension un petit peu plus adolescente a une signification bien particulière, et offre toute la puissance émotionnelle de ce 6e opus. Après les événements dans le ministère de la magie, les disciples de Voldemort lancent des attaques ciblées à Londres et dans le monde des sorciers. Dumbledore, épuisé par son duel face au Seigneur des Ténèbres, demande à Harry de se rapprocher du professeur Slughorn, qui détiendrait une information capitale sur le passé de Voldemort. Mais pendant son année scolaire, où les adolescents découvrent les joies et les troubles de l'amour, des attentats visant le directeur de l'école sèment la peur dans les couloirs.
Harry soupçonne Malfoy d'être derrière ses attaques, après l'avoir espionné au chemin de traverse. Pendant un cours de potion, Harry découvre un livre appartenant au prince de Sang-Mêlé. Omnubilé par l'ouvrage et ensorcelé par son aura maléfique, l'adolescent ne contrôle plus ses émotions et devient agressif. L'identité du prince de Sang-Mêlé changera à jamais le destin du jeune sorcier, plus perturbé que jamais. Il y a de nombreux changements entre le livre et le film, et c'est le plus gros reproche qu'on a pointé. Je fais partie des personnes qui n'ont pas besoin d'une adaptation stricto sensu d'une œuvre, et qui aiment voir des propositions inédites de la part du réalisateur et de son équipe. La littérature et le cinéma sont bien différents et reposent sur des outils bien spécifiques. Ce qui marche en littérature ne marche pas forcément au cinéma, et inversement. On aura le temps de voir cela, mais pour moi, la qualité du film peut être résumée en une seule personne. La littérature stimule notre imaginaire. Les mots possèdent une force évocatrice qui donne vie à des visuels uniques. Chaque lecteur possède sa propre représentation de l'histoire à travers sa lecture. Pour un réalisateur, l'objectif est de retranscrire au mieux l'atmosphère qui se dégage de la lecture. Harry Potter 6 possède une imagerie époustouflante, d'une élégance rare et d'une portée dramatique rarement égalée dans la saga. Et on doit cela à l'équipe de Bruno Delbonnel. C'est un chef opérateur français reconnu, qui a travaillé avec de grands noms, comme Jean-Pierre Jeunet, les frères Coen, Joe Wright ou encore Tim Burton. Son style bien reconnaissable sur le travail des couleurs et des cadres lui ont valu plusieurs nominations aux Oscars. Et c'est le seul volet de la saga ayant été nommé pour la meilleure photographie. Il arrive à insuffler une nouvelle direction visuelle qui peut se rapprocher de l'impact visuel du troisième opus. Reconnaissable par son goût des couleurs désaturées et le style monochrome, Delbonnel jongle entre les genres comiques et dramatiques pour accentuer le parcours émotionnel de nos héros. Cela symbolise surtout une rupture dans la saga. L'aura mystique d'Harry Potter se chevauche avec une tonalité légère, mais surtout avec la portée dramatique et fataliste du récit, traduit par l'assombrissement visuel qui a été entrepris. Harry Potter 6 est beau, élégant, lyrique. Son image traduit au mieux l'émotion et les enjeux du récit. En premier lieu, le cadre. Delbonnel emploie les grands angles et pose ses personnages dans des décors gigantesques, mettant les protagonistes face à la fatalité et l'adversité. Nous sommes pris de vertige face à ces plans faramineux et minutieux. Nous faisons face à des cadres érigés comme des peintures majestueuses. Et on ne peut qu'en prendre plein la vue devant ces aventures, faites de deuil, de rire, d'horreur et de souffrance. Harry Potter 6 nous donne des frissons rien qu'avec son imagerie. And Bruno and Peter, spent a week or two just lifting things here or there, taking off these soft wipes, and like a year of kind of, it's almost like if you paint something, you do it, you're trying to impress and you overdo it. And what we did ultimately, and what Bruno did and Peter, is simplify it a little bit. And Bruno said at the end of that process, we said, look, this is what we're going to do, this is what we're ready to do. The studio will either like it or not like it, then we'll fight. Because we can't change, this is as far as we can go. And the studio saw the changes, absolutely loved them. And Bruno felt at the end of it, it's the best work he's done. Delbonnel joue également avec les différentes perspectives. Les personnages sont rarement au premier plan, et notre champ de vision est obstrué par des éléments du décor, comme s'ils étaient écrasés par Poudlard lui-même. L'école devient presque une menace, telle une épée de Damoclès. Le film offre également de nombreux plans où les personnages sont séparés par des lignes de perspective ou enfermés par le décor pour illustrer l'oppression et la peur naissante. Cela offre une précision et une lisibilité parfaite pour le spectateur, et qui peut le rendre mal à l'aise. Mais Delbonnel n'oublie pas d'apporter de la légèreté chère à cet opus, comme avec ce plan représentant au mieux la verticalité vertigineuse du terrier, et d'autres scènes purement comiques. Ces perspectives servent également à dévoiler la dualité psychologique de certains personnages avec un jeu sur les miroirs. Une mise en scène que j'affectionne particulièrement et que j'ai essayé de retranscrire dans mon film de fin d'année. La présence de Rogue dans le miroir et donc de le voir dans le champ contre champ de ce dialogue montre la prédominance de Rogue et son côté double. Cette dualité est également renforcée par les lumières avec un très gros jeu de contraste sur les personnages. Les ombres viennent se poser de manière dégradée sur eux et les laissant très souvent dans l'obscurité. Une légère source vient arrondir leurs contours, mais globalement, l'imagerie est très sombre, sans nul doute la plus sombre dans un Harry Potter. Ce que j'aime particulièrement dans cet opus, c'est le traitement des couleurs. Cette monochromie gracieuse aggrave la tonalité du film, pour l'embellir davantage.
surtout quand on s'amuse à comparer avec le premier et le 6e film. Les tons chatoyants laissent place à des couleurs plus obscures. Annonciatrice des trames qui suivront, on découvre Poudlard sous un autre jour, qui parfois fait froid dans le dos. Nous ne sommes plus les enfants de 11 ans qui découvrent le château avec des yeux émerveillés. Maintenant, nous sommes plus matures. Nous avons vécu des moments dramatiques et la guerre approche. Nous continuons de vivre, mais la peur et la douleur sont omniprésentes. Delbonnel magnifie ses sentiments avec cette colorimétrie qui dénote entièrement avec la saga. Des teintes de couleurs mornes qui incarnent au mieux les différents genres illustrés dans le film. Il m'est impossible de lui reprocher quoi que ce soit en termes d'imagerie, et surtout de résumer la richesse et l'inventivité de Delbonnel en quelques minutes. Je vous invite grandement à revisionner le film et à pleinement profiter de ces images sublimes. La photographie de Michael Cerisin dans Le Prisonnier d'Azkaban était beaucoup plus mobile et vivante, un décalque de la mise en scène de Cuarón, tandis qu'ici, c'est l'élégance et la puissance dramatique qui sont reflétées par l'image. Elle arrive grandement à incarner les différents genres qui animent le 6e film. Harry Potter 6 est sous-estimé. Le réduire à une simple comédie romantique, c'est passer à côté du véritable sens de l'œuvre. Car la comédie se mélange habilement avec le drame, l'horreur et également avec les codes du film de guerre. It's so quiet. It's the deep breath before the plunge. Chaque film de la saga a essayé d'apporter quelque chose de différent par rapport au précédent opus, sans parler des livres ici. Le 5e était très sérieux et sombre, focalisé sur le parcours d'Harry et l'armée de Dumbledore. Ainsi, quand Yates et Steve Kloves, le scénariste, entreprennent l'écriture du 6e film, ils veulent nous faire revivre une dernière fois la féerie et la légèreté qu'a pu apporter Poudlard. On se focalise sur les relations amoureuses, sur leurs hobbies et comportements des adolescents, car c'est la dernière fois qu'on pourra le vivre. La guerre est déclarée, et tout ce que vivent les jeunes sorciers ici, ils devront le défendre par la suite. La sortie du livre Les Reliques de la Mort en 2007 a influencé l'écriture du 6e film. Avant la conclusion, il fallait qu'on retrouve cette innocence pour nous préparer au pire. En résulte ce rythme qui peut déranger, mais qui était déjà présent dans le livre. Les moments sérieux sont désamorcés par le rire et inversement. On a des moments de bonheur, de bêtise et d'insouciance, désamorcés par des événements tragiques. La réalité rattrape les étudiants qui vivaient dans une petite bulle. L'humour fonctionne presque à chaque fois, et il est surtout très bien dosé. Renforcé par un montage qui rend le rythme nettement plus fluide et qui utilise des transitions naturelles, comme des transitions sonores ici, ou encore des transitions sur des objets qui permettent de ne pas perdre le fil. Grâce à ce montage, la pluralité des genres dans Le Prince de Sang Mêlé n'est jamais lourde ou forcée. Grâce à l'humour, on réalise nettement plus l'impact de certaines scènes, comme celle-ci se rapprochant presque de l'Exorciste. L'humour n'est pas là par hasard. Chaque film déposait quelques touches humoristiques afin d'accrocher le spectateur. Ici, il prend de l'ampleur parce que c'est la dernière fois qu'on pourra s'amuser. Surtout que, comme on l'a dit, ce n'est pas le genre principal. Le film commence par les codes du film de guerre avec les attentats des Mange-Morts, ou Harry qui agit presque comme un espion pour grappiller des infos. Tous les coups sont permis dans les deux camps pour faire tomber l'autre, avec des agents doubles et des attaques pernicieuses. L'humour désamorce cela, oui, mais elle nous implique émotionnellement. Quand Dumbledore s'amuse avec les modèles de tricot, ça nous fait rire. On a de la sympathie pour lui. Quand il hurle à l'agonie dans la caverne, après avoir bu l'eau empoisonnée, on tremble de peur, on pleure d'effroi. Cette scène est effroyable. L'humour nous implique pour qu'on s'attache davantage à nos personnages favoris. Quand ils font face à des obstacles, on est encore plus avec eux, car on les connaît sous tous les angles. Mais surtout, pour nous faire prendre conscience de la portée des événements et presque démythifier l'univers des sorciers. Nous ne sommes plus en première année. La candeur a laissé place à la peur, mais cette dernière tente de perdurer avec cet humour et ses romances, nécessaires pour nos héros. On sent que les acteurs montent d'un cran. Ils dévoilent chacun à leur manière une palette de jeux variés et maîtrisés, autour de scènes iconiques. Ils s'impliquent tous émotionnellement parlant, mais ils arrivent aussi à se lâcher. En particulier Daniel Radcliffe, qui a l'air d'être sous crack une fois le Félix Felicis utilisé.
La comédie permet aux acteurs de s'exalter davantage, de se libérer et de s'amuser. Rupert Grint montre encore une fois qu'il est le meilleur du trio à mes yeux, à la fois subtil et expressif quand il faut. On est toujours autant attaché à ces trois personnages et l'alchimie opère à nouveau. L'arrivée d'Horace Le Guin est liée à cette légèreté. Jim Broadbent incarne un personnage farfelu et attachant. Peut-être pas aussi pédant que dans le livre, mais il incarne parfaitement les traits de noblesse anglaise. Et j'admets que c'était très compliqué de ne rien ressentir quand j'entendais la voix de Roger Carrel. Les acteurs jouent parfaitement bien, mais j'aimerais me focaliser sur deux personnages en particulier, Dumbledore et Malfoy. Après son duel fantastique face à Voldemort dans le 5e opus, Dumbledore est exténué. Il ne peut pas sauver son école tout seul et repose ses espoirs et sa vie sur Harry. Leur relation est forte. On ressent le profond respect et la sagesse qui animent le maître et son élève. Une scène malheureusement coupée retranscrit au mieux leur relation, car Dumbledore dit à Harry qu'il se sent en sécurité quand il est avec lui. Une scène touchante qui aurait pu accentuer cette amitié. Mais ce que j'aime chez Dumbledore, ce sont ses petites piques humoristiques. J'adore les modèles de Draco. Dumbledore est un mage puissant, mesuré et sage, qui n'hésite pas à libérer sa magie au moment opportun. Mais ce qui fait son charme, ce sont les petites réflexions qui le rendent plus humain, plus drôle. Ça dénote totalement avec sa personnalité. On s'y attend tellement pas qu'on s'attache encore plus à lui. Et comme on a pu le dire tout à l'heure, rendre le personnage encore plus attachant permet d'être plus impacté par sa perte, mais surtout de comprendre chacun de ses gestes. La séquence dans la grotte où Dumbledore se tord de douleur dévoile une facette jamais vue auparavant. Un mage affaibli, infantile, mais surtout épuisé. Sa mort restera une des plus fortes et émouvantes que j'ai pu voir. L'hommage de tous ses élèves est juste bouleversant. Cette tristesse se ressent à travers les yeux de Draco Malfoy. Beaucoup se sont plaints du jeu de Tom Felton et de son changement de caractère, mais moi je l'ai trouvé excellent. Draco est quelqu'un de fier, d'antipathique et d'arrogant. Il ne laisse jamais transparaître ses doutes ni ses remords. Sauf qu'ici, on montre un Draco nettement plus fragile, victime d'une pression hors norme pour rejoindre Voldemort. Il est juste impossible de rester de marbre face à une telle responsabilité. Tom Felton joue à la perfection ce jeune adolescent tiraillé entre son désir de puissance et de vengeance et son respect pour le directeur. Au fur et à mesure de l'histoire, la pression devient trop forte pour le jeune Draco, traduit par l'oiseau dans la cage. Cela nous permet également d'assister à une des scènes les plus fortes de la saga, le duel entre Harry et Draco dans les toilettes. Une lumière et une couleur très grisâtre, un silence morbide où seul le coup des baguettes se font entendre, et le sang répandu sur le corps de Draco et le sol. Une scène qui marque et qui traduit la portée des événements. J'aime le jeu de Tom Felton. Il n'est peut-être pas aussi tourmenté que dans le livre, mais offre une autre dimension au personnage, plus proche de nous, voire même plus réaliste. Je parlerai des autres personnages après car j'aimerais faire une petite aparté sur la musique. Les compositions de Nicholas Hooper mêlées à celles de Williams sont vraiment belles et je n'aurai pas grand chose à dire de plus. Mais je fais cet aparté car j'ai un énorme regret. Que c'est dommage d'avoir coupé cette scène. Toute la puissance dramatique annonciatrice de la fin du film et de la saga se résume ici. Une chorale puissante où le ciel gronde face à l'attaque prochaine des Mange-Morts. Elle aurait été coupée par peur d'en dévoiler trop sur le personnage de Rogue. Je n'en suis pas vraiment convaincu. J'aime ce film de tout mon cœur et de plus en plus, il devient mon Harry Potter préféré. Mais force de reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes. Des choix ont été faits. Il faut se dire qu'en premier lieu, les producteurs en accord avec J.K. Rowling s'étaient mis d'accord pour faire les meilleurs films possibles, au-delà de l'œuvre originale. Ce 6e film est avant tout une suite de ce qui a été posé dans le 5e film, plus qu'une adaptation. La saga Harry Potter cinématographique est presque à différencier de la saga littéraire. L'idéal serait de juger le projet que comme un film, qui a ses failles aussi. Encore une fois, je fais partie de ces gens qui aiment voir de la nouveauté et quelque chose de différent quand on fait une adaptation. Respecter stricto sensu une œuvre, c'est à la fois complexe et pas forcément utile. Mais bon, c'est difficile d'écarter le produit de base tant elle a à offrir. Commençons par le plus évident et ce qui est problématique, Ginny et Rogue sont les plus impactés. Nous connaîtrons peu, voire aucun élément du passé du prince de Sang-Mêlé, pourquoi il se nomme ainsi et ses motivations. Tout cela est relégué au 7e film pour préserver le suspense. Mais c'est quand même dommage vu que c'est lui normalement le personnage principal de ce volet.
Ginny reste introvertie et réservée malgré son goût pour les garçons. Dans le livre, elle est nettement plus caractérielle et entreprenante. Refaire les lacets d'Harry, je n'appelle pas ça être un personnage fort. La relation est mignonne, on sent que ce sont deux adolescents qui n'osent pas s'avouer mutuellement leur amour, mais c'est beaucoup trop minimisé. Même si, purement cinématographiquement, j'aime la scène du baiser entre nos deux tourtereaux. Bon, elle n'est pas vraiment logique et surtout pas aussi surprenante que dans le livre, où Harry se jette dans les bras de Ginny et l'embrasse par adrénaline suite à la victoire de Gryffondor portée par Ginny. L'évolution de la relation entre les deux est beaucoup plus logique dans le livre. Beaucoup d'éléments ont été mis de côté entre les Dursley, la relation nettement plus approfondie entre Dumbledore et Harry, les regrets d'Harry concernant Sirius et la gestion de son patrimoine, de nombreux passages de la pancine, etc. Ils sont allés à l'essentiel, à la fois pour éviter de se répéter par rapport aux anciens films, mais aussi pour garder en haleine le spectateur. Par exemple, l'attaque du pont à Londres est juste mentionnée dans le livre. Commencer le film avec cette attaque permet de nous plonger plus facilement, et voir un élément réel se faire détruire par les Mange-Morts devient plus impactant qu'une mention au cours d'un dialogue. Il y a eu des concessions, car ce qui marche en livre ne marche pas forcément en film, et inversement. Une œuvre cinématographique peut rarement se permettre de donner trop d'informations ou de descriptions, donc il y a eu des sacrifices pour éviter que le film ne dure plus de 3h30. Effectivement, pour de nombreux éléments, c'est problématique. J'aurais aimé voir Harry Potter exprimer beaucoup plus sa tristesse envers Sirius, mais aussi en apprendre plus sur Rogue. Ces deux éléments majeurs manquent cruellement au film. Il n'y a également pas la bataille finale avec les Mange-Morts et l'enterrement de Dumbledore. C'est effectivement dommage et problématique. Mais je pense que c'était pour éviter la répétition avec le dernier film, afin de préparer la bataille finale. Le 6e film se montre avant tout comme annonciateur de cette bataille. Et pour l'enterrement, c'est pareil, c'était pour éviter la répétition avec l'hommage des sorciers. La scène fonctionne toute seule, et je comprends parfaitement la critique. Il y a surtout une chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est ce plan. Pourquoi avoir filmé depuis cet angle pour représenter la chute de Dumbledore ? Pour épouser le point de vue de Harry et donc s'identifier à lui ? Créer le doute ? J'ai beau adorer les plans et la mise en scène de Del Bonnell, je ne comprends pas ce choix. Mais là où j'aimerais être plus pointilleux, c'est sur ce qu'a respecté l'adaptation. L'humour qui désamorce les instants sérieux est nettement plus présent dans le livre. Une chute inopinée de Ron quand les Aurores viennent le chercher, une Serpentard qui s'étouffe lors d'un repas avec Slughorn, l'humour ne sort pas de nulle part, ni les romances. Le livre donne plus d'importance aux rapports sociaux qu'entretiennent les élèves, avec notamment ceux qui jugent et se moquent de Neville et de Luna quand ils sont avec Harry. Ce n'est pas présent car ça pouvait être trop négatif par rapport au ton du film, et je suis plutôt d'accord avec ce choix. Pour les romances, c'est parfois plus intrusif dans le livre lorsque Fred et George se mêlent de la vie privée de Ginny et de ses conquêtes. Bon, il est vrai que voir Lavanda Brown s'approprier le baiser volé d'Harry vers Ginny est frustrant, mais cela nous a permis de voir cette belle scène où Hermione assume ses sentiments envers Ron. Il y a des changements qui surprennent également les lecteurs, et c'est ça qui est bien aussi. Malgré l'adaptation, on arrive à impliquer le spectateur en lui montrant de nouvelles choses, tout en respectant le matériau de base. On est d'accord, Harry Potter 6 est nettement plus libre dans son adaptation. Mais étrangement, j'arrive à lui pardonner. Surtout face à Harry Potter 4. Parce que le match de Quidditch, je l'ai toujours en travers de la gorge. Voilà une, si ce n'est la raison pour laquelle Harry Potter 6 est méprisé. Mais il est surtout méprisé par les fans du livre. Ont-ils raison ? Ce n'est pas à moi de trancher. Mais toujours est-il qu'en qualité de film, Harry Potter 6 va bien au-delà d'une simple comédie pour ados. Tous les choix visuels et scénaristiques ont du sens et peuvent être défendables. Il n'y a pas assez de pancine, cela pouvait affecter le rythme du récit. La romance est trop présente, c'est pour mieux nous préparer au final tragique et surtout pour travailler la psychologie des personnages. Harry Potter 6 est peut-être une mauvaise adaptation, mais ça reste un excellent film. Il n'y a pas que le scénario ou les personnages qui comptent. L'image, la musique, le rythme, le jeu d'acteur, le cinéma apporte des sensations nouvelles pour proposer un spectacle inédit. Pas forcément meilleur, mais différent. Et c'est là que le film doit être défendu. Aucun film n'est parfait, mais Harry Potter 6 ne mérite pas d'être autant conspué. Il me fait toujours autant rire et toujours autant pleurer. Avec lui, je voyage, et retrouver l'insouciance de Poudlard une dernière fois avant l'ultime bataille, ça fait du bien. Alors donnez-lui une seconde chance. Et surtout, aimez les films que vous aimez.